Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va plonger dans l'un des films les plus légendaires qui soient, en tout cas les plus légendaires de l'histoire du cinéma d'horreur. Bien évidemment là j'ai nommé The Thing de John C, John Carpenter pour les intimes. Et si je vous en parle, en fait c'est parce que, vu que le remake du jeu The Thing sur PS2 de 2002 vient de ressortir sur PS4 et PS5, je me suis dit quand même que c'était l'occasion parfaite plus ou moins pour revenir sur ce chef-d'œuvre d'horreur et de science-fiction. Puisque bon, c'est un film qui est sorti en 82, The Thing. Et on va le dire, ça date un peu. Il n'a pas seulement marqué les esprits avec ses effets spéciaux révolutionnaires, voilà, évidemment, pas d'image de synthèse ici, là il s'agira seulement d'effets pratiques, c'est vraiment absolument bluffant, même à l'heure d'aujourd'hui c'est assez extraordinaire. Bon voilà, il y a l'ambiance suffocante du film qui est, on va le dire, devenue iconique, et d'ailleurs en parlant d'iconique, je dirais facilement top 5 des meilleures fins du cinéma ever, je pense, top 5 ou au moins top 10. C'est sûr. C'est une fin qui, encore aujourd'hui, est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du cinéma. Ce qui est assez ironique, bien sûr, puisque lorsque le film est sorti, le pauvre John Carpenter s'est pris plus d'une tomate pourrie, tout le monde l'a insulté, il fallait dire que le film est sorti quasiment en même temps que E.T., qui était également un film sur un extraterrestre, mais bon, un extraterrestre, on va le dire, un peu plus sympathique, donc bon, c'était peut-être pas le bon timing. Le film a été nommé à plusieurs Razzie Awards, dont le prix de la pire bande-son, qui est, on va le dire, plutôt fort de café, puisque la bande-son est ni plus ni moins signée par Monsieur Ennio Morricone. Voilà, on va dire que les critiques de l'époque ont plutôt mal vieilli. Donc maintenant, on va se poser la question, pourquoi la fin de The Thing est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du cinéma, rien que ça? En fait, c'est tout simplement parce qu'elle est parfaite dans son ambiguïté. Dans cette fin, il n'y a pas de réponse claire, juste une tension palpable qui laisse place à toutes les interprétations possibles. Et pour ceux qui ne se souviennent plus de l'intrigue du film ou qui n'ont tout simplement pas vu le film, si c'est le cas, allez foncer le regarder, je sais pas pourquoi vous perdez du temps avec ma vidéo, regardez le film et ensuite revenez. Bon, l'histoire se passe dans une station de recherche en Antarctique, où un groupe de scientifiques découvre une créature extraterrestre capable d'imiter parfaitement ses victimes. Une chasse paranoïaque s'engage alors dans la station de recherche afin d'identifier qui est encore humain et qui est devenu la chose qui est devenue The Thing. Et évidemment, c'est là que la magie opère, puisque la dernière scène du film laisse deux personnages en particulier un peu en face à face. J'ai nommé Macready, bien évidemment, joué par Kurt Russell, le protagoniste du film, et Childs, joué par Keith David, l'un des acteurs fétiches de John C, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, ces deux personnages sont seuls survivants, face à leur sort dans un froid des plus glaciales, et ils se demandent mutuellement s'ils peuvent encore se faire confiance. C'est une fin ouverte, mystérieuse, et qui continue, à l'heure d'aujourd'hui, de faire couler beaucoup d'encre, et d'alimenter plus d'un débat. Et donc dans cette vidéo, on va un peu discuter de cette fin culte, explorer toutes les théories qui l'entourent. Est-ce que l'un des deux est la chose? Est-ce que peut-être aucun des deux n'est la chose? Ou alors les deux sont The Thing? On ne sait pas. Et surtout, pourquoi cette ambiguïté fait de cette conclusion un modèle absolu de narration cinématographique? Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors on va commencer avec, on va le dire, la théorie la plus populaire sur la fin de The Thing, c'est-à-dire que l'un des deux est infecté par The Thing. Soit Childs, soit Macready, voire les deux. Mais bon, on va rester sur l'un des deux, pour l'instant, qui serait effectivement infecté par The Thing. Cette théorie repose sur plusieurs indices disséminés dans le film, ainsi que sur les actions des personnages dans les dernières minutes du film, et on va détailler un peu tout ça. Alors déjà, bien évidemment, dans cette catégorie de théorie, où soit Childs est infecté, soit Macready est infecté, l'hypothèse qui est considérée comme étant la plus sensée par la plupart des fans du film, eh bien c'est que Childs est infecté, oui. Beaucoup de spectateurs pensent que Childs n'est plus humain dans la scène finale, et que Macready, lui, l'est. Alors pourquoi? Il y a plusieurs éléments qui pourraient alimenter cette idée, des éléments qui peuvent être plus ou moins discutable. Alors déjà, Childs disparaît un moment avant de revenir dans la scène finale, ce qui le rend immédiatement suspect, puisque pendant quasiment 10 minutes, on ne le voit plus. Donc, pendant son absence, il aurait bien pu être assimilé par The Thing, c'est tout à fait plausible. Et quand il revient, il n'explique pas clairement où il était, ce qui renforce la méfiance qu'on pourrait avoir à son égard. Ensuite, il y a la fameuse théorie de la respiration, puisque l'un des indices visuels souvent cités vis-à-vis du fait que Childs serait la chose, c'est sa respiration. On le voit dans la scène finale que, clairement, la condensation du souffle de Macready est visible dans l'air glacé, alors que celle de Childs est beaucoup moins visible, voire absente selon certains, et ça suggérait que Childs, en tant qu'imitation extraterrestre, ne respire pas comme un humain, en fait n'expire pas de gaz carbonique, donc voilà. Mais le problème c'est que cette théorie a été débunkée, voilà. Il s'avère que cette différence dans la respiration, en fait, est juste due à l'éclairage de la scène. John Carpenter lui-même n'a jamais confirmé cet indice, et les conditions de tournage auraient simplement rendu la vapeur de Childs moins visible en fait. Et pour finir d'enterrer cette hypothèse, le problème c'est que lorsque Bennings est clairement la chose, on le voit complètement chosifié avec son fameux bras griffe, bien on le voit crier dans le froid et on aperçoit très facilement la condensation qui sort de sa bouche. Donc clairement cette théorie n'a pas lieu d'être. Ensuite,
il y a l'hypothèse du whisky, puisqu'à la fin du film, Macready tend une bouteille de whisky à Childs, et certains fans pensent que cette bouteille contient de l'essence et non pas du whisky, utilisé plutôt pour fabriquer des cocktails Molotov, donc ce ne serait pas du whisky. Et l'idée ici, c'est que si Childs boit sans réagir, cela prouverait qu'il n'est pas humain, car The Thing ne pourrait pas distinguer une boisson impropre à la consommation humaine. Le problème, c'est que bien qu'elle soit séduisante, rien dans le film ne permet de confirmer que Macready a piégé la bouteille. De plus, si The Thing est assez intelligent pour imiter un être humain à la perfection, peut-être qu'il pourrait également feindre de boire normalement. Enfin, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'aime bien cette hypothèse pour une simple et bonne raison, parce que si cette théorie s'avère exacte, eh bien, ça a été foreshadowé au tout début du film, puisque, attention, et rappelez-vous, au tout début du film, la première fois que l'on voit Macready, que le personnage nous est introduit, on le voit donc disputer une partie d'échecs avec une espèce de machine, il finit par perdre parce que la machine triche, et donc, par réflexe, Macready lui balance du whisky dans son processeur afin de faire griller la machine. Eh bien, justement, c'est un peu ce qui se passe avec Childs, en tout cas, si la bouteille de whisky qu'il lui tend n'est en fait pas du whisky, mais bien de l'essence. Donc en réalité, ce serait quelque chose qui aurait été foreshadowé au début du film, donc bon, c'est quand même sympathique, moi j'aime bien ce genre de choses. Ça démontre quand même une écriture relativement professionnelle de la part de John Carpenter. Moi je dis oui en tout cas à cette hypothèse. Bon, maintenant, on a parlé de Childs en The Thing, maintenant on va parler de Macready en The Thing. Et oui, certains pensent que notre héros badass, bien évidemment, le hippie le moins hippie de la Terre, puisque bon, Macready a une dégaine de hippie, mais c'est l'un des héros les plus pragmatiques de l'histoire du cinéma, le mec n'a aucune peine. Bref, en tout cas, certains pensent que notre héros badass et barbu pourrait lui aussi être The Thing, et en réalité être la seule chose de la fin du film. Et oui, et maintenant, on va essayer de comprendre comment et surtout pourquoi. Alors, l'un des indices les plus intrigants concernant la contamination potentielle de Macready, eh bien, c'est en lien avec le chien infecté, le Husky, l'espèce de chien-loup infecté au tout début du film. Parce que, après que l'équipe de Macready ait tué les Norvégiens, donc là je parle dans l'introduction du film, le chien Thing lèche les gants d'un membre de l'équipe, qui, plus tard, touchera la bouteille de Jack Daniels que lui tendra Macready, et ensuite Macready reprendra la bouteille de Jack. Bon, cette bouteille, vous l'avez deviné, encore une fois, c'est celle de Macready, et c'est celle que Macready boit tout au long du film. Donc, si cette théorie est vraie, ça signifie que Macready aurait été contaminé très tôt dans le film, bien avant la scène finale. Aussi, à un moment donné, Macready absent dans le film, ce qui laisse planer le doute sur ce qui lui est arrivé. Et quand il revient, il est beaucoup plus méfiant, voire agressif, ce qui pourrait être un comportement de dissimulation de la part de The Thing. Et encore une fois, si on reprend l'histoire du whisky, certains pensent, on pourrait penser que Macready, en offrant la bouteille à Childs, teste intentionnellement son humanité. Mais une autre interprétation propose que The Thing, dans le corps de Macready, cherche à corrompre Childs afin de l'infecter également, et ça expliquerait d'ailleurs pourquoi Macready rigole lorsque Childs prend une lampée du whisky en mode « Ouais, c'est bon, là, je t'ai eu, là. J'ai infecté la bouteille, tu bois la bouteille, c'est bon, t'es un The Thing comme moi. » Maintenant, on va pas se mentir, même si toutes ces idées sont quand même relativement plausibles, peut-être pas si plausibles que ça, mais peut-être crédibles éventuellement, on va le dire, le film ne donne pas assez de preuves concrètes pour soutenir cette hypothèse. Et de plus, si Macready était vraiment infecté, je pense qu'il aurait eu de multiples occasions d'assimiler les autres personnages bien avant la fin. Donc voilà, c'est sympathique, c'est une théorie, qui a le mérite de faire réfléchir, voilà, de faire chauffer un peu le cerveau, mais clairement, je sais pas si ça tient debout. Maintenant, ces deux fins, c'est-à-dire Childs The Thing ou Macready The Thing, disent quelque chose d'intéressant vis-à-vis du thème principal du film, c'est-à-dire la paranoïa. Puisque John Carpenter, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, a construit son film autour de cette idée d'une méfiance constante et destructrice, où la véritable horreur n'est pas forcément The Thing, mais l'incapacité des personnages à se faire confiance. Et ces deux théories illustrent parfaitement ce concept. Et d'ailleurs, et puisqu'on parle de ce concept de paranoïa, eh bien on va parler de la théorie paranoïaque par excellence, on va parler de la théorie qui stipule qu'aucun des deux n'est infecté. Alors, donc dans cette hypothèse, Macready et Childs ne sont ni l'un ni l'autre The Thing. Les deux survivants auraient réussi en fait à détruire la créature, l'humanité a gagné, mais ils se retrouvent quand même pris au piège dans une situation où leur méfiance mutuelle devient leur pire ennemi. Et en fait je trouve ça très intéressant, puisque même si les personnages ont peut-être gagné la bataille contre The Thing, le problème c'est que cette victoire n'a en réalité aucun sens, puisqu'ils sont isolés dans un froid glacial, sans espoir de secours, ils sont condamnés à mourir, et pourtant, au lieu de trouver un moment de répit ou d'humanité, vu que c'est les deux seuls survivants, eh bien, ils continuent quand même de rester sur leur garde, incapables de se faire confiance. Et l'absence de confiance entre eux reflète le thème principal du film, encore une fois. Dans une situation où tout le monde peut être une menace, la paranoïa devient une arme plus destructrice que la créature elle-même. Même si The Thing est détruit, la paranoïa, elle, persiste, symbolisant que l'horreur ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, et c'est ça qui fait que cette théorie est extrêmement intéressante, puisque cette vision amplifie l'aspect tragique de The Thing. Les personnages parviennent à survivre à un mal inimaginable, cosmique, eldritch, Lovecraftien, dirais-je même plus. Mais malgré ça, la nature humaine, marquée par la méfiance et la peur, les empêche de savourer cette victoire. C'est une fin nihiliste et profondément humaine.
vu qu'on parlait de nihilisme, on va encore monter un cran avec la prochaine théorie, plus sombre encore s'il était possible, qui propose que MacReady et Childs sont déjà assimilés par The Thing. Et dans ce cas, la tension palpable dans la dernière scène prend un tout autre sens, puisque là, il est question d'une ironie des plus dramatiques, puisque si les deux sont infectés et les deux sont The Thing, bah en fait, on se rend compte que la véritable horreur réside dans le fait qu'ils se méfient malgré tout l'un de l'autre. Il y a deux versions de The Thing qui se font face, mais qui sont incapables de se reconnaître, et qui continuent de jouer le rôle des humains paranoïaques qu'ils ont imités. En fait, c'est un cycle sans fin de paranoïa, et je trouve que cette interprétation souligne l'idée que la paranoïa instigée par The Thing ne s'arrête jamais, même quand il n'y a plus d'humains. L'humanité continue de vivre à travers les things, à travers les choses, dans une espèce de méfiance irrationnelle, reproduisant les comportements humains qu'elle a observés. Cela crée une boucle ironique et terrifiante, où la paranoïa devient une caractéristique universelle, dépassant les frontières entre humain et imitation. Et en fait, cette théorie, je trouve, est peut-être la plus intéressante de la vidéo, puisqu'elle élargit la portée du film, montrant que The Thing n'est pas juste une menace physique, mais une infection mentale et sociale. Et en réalité, elle infecte même The Thing elle-même. C'est ça qui est extraordinaire. La chose n'a pas besoin de survivre en tant qu'entité biologique pour détruire l'humanité. Elle s'infiltre dans les esprits, transformant les relations humaines en champ de bataille, et même elle en ressent l'impact négatif. Bon, on va s'écarter un peu du film original de John C. pour l'instant, pour parler un peu, comment dire, du semi-remake, semi-reboot The Thing de 2011. Alors, ce film qui est, bon, sympathique, même si je trouve qu'il est quand même assez sous-coté. Les gens ont vraiment pas aimé The Thing. Ça a été un échec cuisant au box-office. Les gens considèrent que ce film est vraiment très mauvais, notamment parce que l'utilisation des CGI est assez dégueulasse. D'ailleurs, c'est pas de la faute des réalisateurs, hein. Il me semble que ceux qui taffaient sur le film avaient quasiment fini justement ce même film avec des effets pratiques, mais je crois qu'il me semble que les producteurs, on imagine des businessmen cravatés, ont considéré que ça faisait trop vieillot, ça faisait trop années 80, et ils ont décidé eh bien, de juste reshooter le tout et de faire en sorte que le film soit refait en CGI. Donc voilà, imaginez la perte colossale d'argent. Finalement, le film de toutes les manières a quand même craché au box-office de toute façon. Donc voilà, cela étant dit, le film est quand même sympathique, c'est pas une bouse loin de là. Je le trouve relativement correct. J'aime beaucoup Mary-Elizabeth Winstead, hein. C'est une excellente actrice. Je trouve que la paranoïa est bien mise en scène dans le film. Bon, les personnages ne sont pas intéressants, mais on va pas se mentir. Dans les films de John C., en général, les personnages sont pas ultra intéressants. Ils peuvent être iconiques, hein, comme par exemple, bien évidemment, Snake Plissken dans New York 97, mais bon, voilà. C'est pas des personnages très bien écrits, hein. John C. en général, il brille par ses concepts, hein. Il a un concept comme par exemple, je sais pas moi, une histoire où le protagoniste trouve des lunettes spéciales qui lui permettent de voir, comment dire, la vérité sur la société de consommation américaine à l'époque de Reagan. Par exemple, évidemment, là, je fais référence à son film Invasion Los Angeles. Donc voilà, John Carpenter est très bon pour les concepts. Maintenant, pour l'écriture des personnages, c'est pas un truc de fou non plus. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas la haine et le mépris que la plupart des fans de The Thing vouent à The Thing 2011. Mais bref, on ferme la parenthèse. Pourquoi je vous parle de ce film ? C'est parce que dans ce film, le lore un peu de The Thing est un peu développé et on se rend compte, on réalise, on apprend que la chose ne peut pas reproduire les matériaux inorganiques, hein, comme le métal par exemple. Et ça signifie que si un personnage porte un objet métallique qui fait partie de lui, comme un piercing, une boucle d'oreille ou des couronnes pour les dents, bref voilà, eh ben, il ne peut pas en faire une imitation. Et justement, dans la scène finale du film de 82, de John C., Childs porte une boucle d'oreille. Et si on considère que The Thing 2011 est canon, ben, ça prouverait que Childs est humain, car une imitation n'aurait pas été capable de recréer cette boucle d'oreille. Et d'ailleurs, justement, le film de 2011 finit avec une histoire de boucle d'oreille, donc c'est ça qui est marrant, puisque le personnage principal, joué par Mary-Elizabeth Winstead, arrive à griller la dernière Thing grâce au fait qu'il ait changé d'oreille de boucle d'oreille. Donc ça veut dire qu'il n'était pas capable de recréer une boucle d'oreille, et qu'il a repris la boucle d'oreille de la personne qui l'a imitée, et qui se l'est remise à l'oreille, sauf que bah, il s'est trompé d'oreille, voilà, bon. Mais bien évidemment, cette théorie dépend de la canonicité de The Thing 2011. Beaucoup de fans rejettent le préquel à cause de ses incohérences et de son manque de subtilité comparé à l'original, et même si le préquel est canon, bah, rien ne garantit que Carpenter ait imaginé cette règle en 82. Donc il n'y a pas de confirmation que ce détail était intentionnel dans le film original, donc voilà. Maintenant, ça reste une théorie intéressante, parce qu'elle propose une réponse concrète et visuelle à l'un des plus grands mystères du film, et ça utilise un détail qui pourrait facilement passer inaperçu. Et donc si cette règle est vraie, du fait que The Thing ne peut pas reproduire les matériaux inorganiques, eh ben ça innocenterait définitivement Childs, mais cela laisserait toujours planer le doute sur MacReady. Maintenant, on va s'éloigner des théories sur la fin à proprement parler de The Thing, et on va parler un peu des théories symboliques et métaphoriques, des images que l'on peut retrouver dans The Thing. Voilà, donc on va parler un peu de toutes ces théories, de toutes ces visions du film, qui explorent The Thing à travers des métaphores sociales, politiques et philosophiques, qui enrichissent encore plus la discussion autour de ce film. Et donc, on va en parler un peu,
de toutes ces grandes interprétations souvent évoquées. Parce que bien souvent, lorsque l'on prend The Thing, on va effectivement, et d'ailleurs je l'ai fait moi-même lors de ma vidéo review de The Thing, parce que j'ai fait une vidéo review il y a 1 ou 2 ans, je crois même plus que 2 ans même il me semble, bon voilà, où je pars du fait que The Thing serait une métaphore, soit de la paranoïa humaine, bon ça j'en ai parlé un peu plus au début de cette vidéo, ou même de la guerre froide, bref, il y a pas mal d'interprétations possibles et imaginables, voilà, et donc on va en parler. Bon déjà, la première hypothèse dont on va parler maintenant, on va y aller assez rapidement, c'est que The Thing représenterait des idées liées à la féminité. Et on contrôle sur le corps, puisque la créature est capable de se transformer et de donner naissance à de nouvelles formes, ce qui peut être interprété comme une métaphore de la peur masculine face à la capacité reproductive des femmes ou au concept de l'autre, puisque bon, même si ça a l'air d'être une théorie un peu balourde et peu crédible, je la trouve relativement intéressante, pas incroyable mais relativement intéressante, puisque je pense que vous l'avez vu, le cast est uniquement composé d'hommes. Donc effectivement, The Thing est par définition l'altérité, et bien souvent l'altérité de l'homme, ben, c'est la femme. Donc ça pourrait peut-être être ça, on ne sait pas. Ensuite, et ça va faire plaisir aux droitards de la chaîne, The Thing serait, et alors attention, accrochez-vous à vos ceintures, une allégorie du grand remplacement, rien que ça. Donc voilà, la créature qui imiterait à la perfection les autres peut représenter la peur d'une infiltration par l'autre, attention, par l'étranger, par le barbu, dans une société. Voilà, c'est une thématique qui résonne avec l'histoire des États-Unis et qui résonne peut-être avec certains qui regardent cette vidéo, hein, bon voilà. Bienvenue parmi nous les droitards et leur paranoïa vis-à-vis de l'immigration et des minorités. Et donc The Thing serait effectivement une allégorie des barbus. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, je plaisante, mais bon. Mais il y en a qui pourraient prendre ça au sérieux, à la limite. Je trouve que la théorie est relativement marrante. Voilà, bon. Il y en a peut-être qui prendraient ça au pied de la lettre. Bon, c'est à eux de voir, mais je trouve ça marrant, ça fera plaisir à Renaud Camus. Ensuite, The Thing pourrait être aussi interprété comme une critique du capitalisme, puisque la créature consomme et assimile sans fin, détruisant tout sur son passage, et donc elle reflèterait un système économique où la croissance infinie est poursuivie au détriment des individus et des ressources, puisque à la fin du film, bah, il n'y a plus rien qui tient debout, voilà. Ensuite, j'en ai déjà parlé, l'une des théories les plus populaires sur The Thing, c'est que la chose symbolise la paranoïa de la guerre froide, hein, puisque bon, on fait référence quand même à la méfiance mutuelle et à la peur de l'infiltration de l'époque de la guerre froide, hein, surtout dans les milieux américains, voilà, c'est des échos clairs à la peur du communisme qui a marqué les années reaganiennes en Amérique, c'est-à-dire les années 80, hein, l'époque où le film a été réalisé. Ensuite, The Thing pourrait également être une mise en garde contre la curiosité scientifique sans limite, hein, puisque la créature est réveillée par des scientifiques qui creusent là où ils n'auraient peut-être pas dû creuser, montrant que la quête de connaissances peut avoir des conséquences imprévisibles et catastrophiques. Aussi, on va continuer, une autre lecture de The Thing, eh bien ça pourrait être effectivement une critique du déni face aux crises, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein. La capacité de la créature à se cacher en plein jour peut représenter le danger de ne pas voir, ou plutôt de ne pas vouloir voir, d'ignorer les problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent incontrôlables. Et de l'autre côté, on pourrait aussi voir ce film comme une mise en avant de l'individualisme, puisque là, il s'agit d'un monde où personne ne peut faire confiance à personne. Et Macready représenterait le pouvoir de l'individu à prendre les choses en main. Il refuse de se laisser submerger par la peur, et agit avec détermination, même au bord de l'anéantissement, et d'ailleurs, il s'en fout plus ou moins des autres, enfin, il s'en fout des autres. Bah, tu le vois par exemple descendre Clark. Clark qui s'avéra être humain, ce n'est pas un thing, hein, ce n'est pas une chose, et lorsque Childs d'ailleurs, très justement, fera remarquer à Macready qu'il est maintenant un meurtrier, puisqu'il a tué un humain, eh bien, Macready on a absolument rien à foutre, il hausse les épaules, il lui dit voilà, t'es le suivant. Donc bon. On continue avec l'importance de la responsabilité, puisque la paranoïa du film met en lumière une question cruciale. Qui est responsable de protéger l'humanité? Chaque personnage doit assumer son rôle et prendre des décisions difficiles, souvent avec des conséquences fatales pour soi-même, parce qu'à la fin du film, Macready le dit tout de go, il considère qu'il est foutu. Ils sont tous morts, personne ne va sortir vivant de cette affaire, mais il va s'assurer effectivement que si lui meurt, tout le monde meurt avec lui, y compris la chose. Donc effectivement, il y a peut-être ce côté sacrifice pour le bien commun. Le besoin du plus petit nombre n'est rien face au besoin du plus grand nombre. Peut-être qu'il y a ça également. On va continuer avec le dilemme de la confiance, puisque la fin du film incarnerait ce que certains appellent le grand dilemme de la confiance. The Great Trust Dilemma, excusez-moi pour mon accent des plus boiteux, parce que même si Macready et Childs sont humains, ou alors même si tous les deux sont The Thing d'ailleurs, hein, leur méfiance mutuelle empêche toute véritable coopération à la toute fin du film. Et c'est une critique de la nature humaine et de son incapacité à s'unir face à des crises communes. Et on en a assez parlé d'ailleurs un peu plus tôt dans la vidéo.
Et on va finir avec la dernière lecture, on va dire la dernière double lecture, la lecture qui stipule que The Thing pourrait être interprété comme une métaphore d'un monde où tout est faux. Tout est une imitation dans une société moderne où les apparences domineraient, puisque la créature reflète la peur que rien soit authentique, ni les gens ni les relations, tout est hypocrisie, tout est mensonge, on ne peut faire confiance à personne, et ça ferait effectivement écho à une société moderne où tout est factice. Voilà, justement, je trouve effectivement que c'est une double lecture assez intéressante. Pas certain, bien évidemment, que la plupart de ces lectures aient été pensées par John Carpenter lorsqu'il a écrit son scénario, ça c'est une évidence, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le concept de The Thing est très évocateur. Voilà, je dirais que c'est ça. Même si, et j'en suis certain, John Carpenter n'a pas réfléchi à la moitié de ce dont on a parlé dans la vidéo, je pense, hein, je trouve que ces théories sont quand même très intéressantes parce que parfois, dans certaines histoires, le concept est tellement évocateur et tellement intéressant et apporte tellement de choses que finalement, ça dépasse ce que voulait en faire son auteur, finalement. Et je pense que The Thing, eh ben, c'est pour ça que c'est un truc de fou. Voilà, tout simplement. C'était une œuvre en avance sur son temps, et je pense qu'elle continuera à l'être pendant un certain moment, je pense. Voilà. Alors bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.